Il n'y a pas de liberté sans loi. C'est en citant Rousseau, Madame la Ministre, que vous aviez commencé votre intervention au Sénat à l'ouverture des débats sur le projet de loi sur la géolocalisation. Il est vrai que le texte qui nous est soumis à discussion aujourd'hui en procédure accélérée concerne à la fois et nos libertés et notre sécurité. Ce débat se fait dans un contexte lourd d'inquiétudes que nous avons, pour notre part, eu l'occasion d'évoquer à de multiples reprises. Les révélations de Snowden, d'une part, sur le programme d'espionnage PRISM mis en place par la NSA, ont mis en lumière une situation problématique et inquiétante de surveillance généralisée et sans contrôle à l'échelle planétaire. La somme d'informations récoltées, d'autre part, augmente sans cesse. Et dans ce volume d'informations, la part des données personnelles croît également grâce au progrès des nouvelles technologies. Cette somme d'informations ne fera qu'augmenter dans les années qui viennent. Qui plus est, nous savons désormais que le contenant est tout aussi important que le contenant donne même parfois des informations de contenu. Nous assistons ainsi à la mise en données de l'ensemble des aspects de notre vie et à la collecte de ces données. Qui appelle-t-on? À quelle heure? Pendant combien de temps? De quel endroit? Quel site visite-t-on? Quels mots-clés tapons-nous dans les moteurs de recherche? Le croisement d'informations multiples permet d'identifier les corrélations entre différents événements. Par exemple, Google est en capacité aujourd'hui d'identifier en temps réel les foyers de grippe existants grâce à la récurrence des recherches de certains mots-clés. Face à ce contexte qui exige des pouvoirs publics une position claire, des principes intangibles, il y a, et je tenais à vous le dire ici, Madame la Ministre, une forme de flou sur les questions qui relèvent des données personnelles et des dispositifs de surveillance et de contrôle de la part du gouvernement. On a parfois le sentiment que le gouvernement arrête au fil des débats ses positions. Il lui arrive même de se contredire. Nous l'avons vu lors du débat sur la prostitution et la réintroduction du filtrage administratif. Nous l'avons encore vu lors du débat de la loi de programmation militaire. Ce sentiment ne s'est pas dissipé à l'occasion de la semaine de contrôle, lorsque nous avons eu avec Madame Fleur Pellerin un débat sur les libertés numériques. Vous avez, Madame la Ministre, un rôle crucial dans tous ces débats qui mettent en jeu la défense de nos libertés fondamentales. Vous avez un rôle crucial pour que toute mesure de surveillance et de contrôle ne puisse jamais s'affranchir de l'intervention du juge. Et nous comptons sur vous. Dans le sujet qui nous occupe cet après-midi, la géolocalisation, nous partageons l'avis de la CNIL qui a été rendu ce matin lorsqu'elle affirme que l'utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dès lors qu'ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l'espace public que dans les lieux privés. Il est donc nécessaire qu'un encadrement strict soit respecté dans le cadre des enquêtes prévues par le Code de procédure pénale. En effet, ces dispositifs ne sont pas uniquement des aides techniques à la réalisation de filatures sur la voie publique telles que réalisées par les enquêteurs, mais peuvent également, et vous l'avez rappelé ici, apporter des éléments relatifs à la vie privée que n'auraient pas pu être portés à la connaissance des enquêteurs dans le cadre d'une filature traditionnelle. Vous l'avez indiqué devant nos collègues sénateurs et l'avez rappelé à l'instant. La géolocalisation est dans le domaine judiciaire une technique utilisée par la police, la gendarmerie et les douanes dans le cadre d'enquêtes pénales. Elle peut également servir à la recherche d'un mineur, d'un majeur protégé, lorsque sa disparition a été récemment signalée, ou encore d'un majeur dont la disparition paraît inquiétante. Cette technique permet un suivi dynamique en temps réel via un téléphone portable ou une balise posée sur un objet, valise, colis, ou sur un véhicule. De fait, les balises sont de plus en plus souvent placées à l'intérieur des véhicules, car il est ainsi plus facile de les dissimuler. Le recours à la géolocalisation a connu une croissance exponentielle. Ces chiffres ont été rappelés par notre rapporteur, près de 25% en un an d'augmentation. Le recours à cette technique est en augmentation permanente, et cela sans véritable cadre juridique. De ce point de vue, nous considérons que la discussion que nous ouvrons est un progrès. Aucune loi n'encadre aujourd'hui le recours à la géolocalisation. Le procureur de la République peut recourir à cette technique sur la base de l'article 41 du Code de procédure pénale, au terme duquel il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Le juge d'instruction ne dispose pas d'un texte plus précis. L'article 88 du même code lui confère seulement des pouvoirs équivalents à ceux du procureur de la République. Par ailleurs, la pose de balise, qui est considérée comme une aide à l'enquête, n'est pas intégrée à la procédure. C'est donc une bonne chose que l'État prenne enfin ses responsabilités et ne se défausse pas sur le dos des magistrats, des officiers de police ou des douaniers. D'autant plus que depuis l'arrêt du 22 octobre 2013 de la Cour de cassation, il y a effectivement urgence. Alors que des mesures de géolocalisation avaient été
placée sous le seul contrôle du procureur de la République, la Cour de cassation, au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a considéré que la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge. Dans son arrêt, et cela a été rappelé lors de nos débats en commission, Uzun contre Allemagne de septembre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà considéré que le recours à la géolocalisation en temps réel constituait une atteinte grave à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que le recours à cette technique devait donc être encadré par des dispositions législatives suffisamment précises pour éviter les abus. Compte tenu du caractère d'urgence de certaines investigations, de l'inadaptation de la procédure d'information à certaines situations et du vide juridique existant, il est effectivement urgent de légiférer. Nul ne souhaite ici entraver le travail d'enquête des forces de police et la protection des victimes. Nous souhaitons néanmoins, dans le cadre de notre débat, obtenir un certain nombre de points d'éclaircissement d'un certain nombre de points. Le texte ne précise pas, par exemple, les typologies de terminaux pouvant être géolocalisés, et ce afin de prendre en compte les évolutions technologiques, nous dit-on, alors que nous savons que tout objet a vocation à devenir objet connecté dans les années qui viennent. Nous pensons qu'il convient par décret, en Conseil d'État ou par arrêté, de donner la liste des objets qui peuvent faire l'objet d'une géolocalisation. Nous l'avons dit en commission, nous n'avons pas été entendus. Nous souhaitons, comme le gouvernement, je crois, revenir au délit sanctionné de 5 ans de prison pour lesquels le recours à la géolocalisation serait permis, avec plusieurs exceptions. Et je regrette d'ailleurs que votre amendement n'ait pas été retenu lors de la réunion à l'article 88 de la Commission des lois. Nous le voterons et j'espère que je ne serai pas seul dans ce cas. Je crois que ces amendements respectent une forme d'équilibre nécessaire entre liberté et sécurité. Nous aurions également voulu que le rapport annuel de politique pénale au Parlement, prévu à l'article 30 du Code de procédure pénale, contienne des informations relatives à la géolocalisation. Et enfin, mais ce ne sera pas une surprise, nous proposons une réécriture de l'article 20 de la loi de programmation militaire pour mieux définir les informations concernées par cet article. Nous pensons enfin que la saisine a priori du Conseil constitutionnel est une sage décision concernant la question du dossier occulte. Madame la ministre, chers collègues, nous pensons que notre sécurité doit mieux assurer que nos libertés fondamentales sont respectées. Et dans cet état d'esprit, je considère que l'équilibre qui avait été trouvé au Sénat est meilleur que celui proposé par notre commission des lois aujourd'hui. Merci. Merci.